Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau shot consacré à Nightmare Alley de Guillermo del Toro, en salle depuis le 19 janvier en Suisse et en France. Alors je sais pas si on vous a déjà dit à quel point on affectionne le travail du cinéaste mexicain dans le saloon, mais c'est tout naturellement qu'on consacre un épisode à son nouveau film et qu'on s'intéresse à lui, et qui de mieux que deux fanzous de del Toro pour le faire. Thibaut Ducret, salut. Bonsoir, oui ça va, oui j'aime plutôt bien del Toro aussi. Un peu. Oui. Ça va. Bon, alors, avant d'avoir ton avis, Thibaut, un tout petit peu de contexte quand même. Del Toro, alors, c'est d'abord des films fantastiques en espagnol, Chronos, Mimic, puis L'Échine du Diable à l'aune des années 2000, dans lesquels il montrait déjà sa fascination pour les monstres. C'est comme ça que sa réputation s'est faite autour de ça. Puis des blockbusters avec Blade 2, les deux Hellboy, puis Pacific Rim dans les années 2000, et la consécration cannoise et critique avec Le Labyrinthe de Pan. Puis juste après son Crimson Peak reçu assez tièdement, la consécration maximale en 2017 avec La Forme de l'eau, 4 Oscars dont meilleur film et meilleur réalisateur. Voilà donc dans quel contexte sort ce Nightmare Alley. C'est donc 4 ans après son dernier film. Guillermo del Toro couronné d'un Oscar, enfin de plusieurs Oscars, mais en tout cas celui de meilleur réalisateur. Donc c'est pour ça que c'est la première fois qu'il a un gros casting hollywoodien, avec notamment Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara et Toni Collette. Et puis, pour le pitch du film, il s'agit en fait de la deuxième adaptation au cinéma du livre Le Charlatan de William Lindsay Gresham, après le film de Edmund Goulding sorti en 1947. Et puis, pour la petite anecdote, c'est l'acteur fétiche de del Toro, Ron Perlman, qui avait filé le bouquin à del Toro, je crois, dans les années 90, en lui disant... À l'époque du tournage de son premier long métrage, en fait, Chronos, justement, del Toro et Perlman réfléchissaient à leur futur projet, puis Perlman visiblement rêvait d'incarner le rôle titre, il voulait justement faire de Nightmare Alley, puis il ouais. lui disait mais regarde ça, c'est génial. Donc del Toro effectivement a lu le bouquin, vu le film de Goulding et a été conquis direct, quoi. Et donc il avait ça dans ses tiroirs depuis une vingtaine d'années, donc un peu plus. En fait, très naïvement, il est allé directement à l'époque vers la Fox qui détenait les droits du bouquin pour leur dire oui, je suis intéressé. Mais à l'époque, Guillermo del Toro, c'est personne. Donc évidemment qu'on lui a rayonné et qu'on lui a dit oui, vous êtes bien gentil, mais merci, ça nous intéresse pas. Et donc effectivement, en 2017, les 4 Oscars de La Forme de l'eau, là c'est déjà un argument un peu plus convaincant. Ça. Et pour avoir effectivement ce casting que j'ai cité, et donc pour l'histoire, alors ça raconte celle d'un bonimenteur, beau gosse et manipulateur, qui dans les années 30, après être tombé par hasard sur une fête foraine mêlant cirque et freak show, ça a son importance, on va y revenir, devient mentaliste et va faire carrière à New York. Bon du coup, maintenant que le contexte est posé, Thibaut, ça vaut quoi ce Nightmare Alley de del Toro ? C'est super. Tout simplement. Non, je sais pas si tu as vu le film original de Goulding, mais moi je le trouve déjà excellent. J'ai pas lu le bouquin, mais c'était déjà un excellent film. Et finalement, cette nouvelle version, elle est assez fidèle à l'histoire de base. Del Toro a coécrit le scénario avec la scénariste Kim Morgan, qui est devenue sa nouvelle femme depuis. Et globalement, je crois que le récit est assez fidèle au roman et du coup au film de 1947. Et il est même encore plus fidèle, par exemple, au niveau du final, que je ne vais pas révéler, mais qui changeait un petit peu dans la version de 47 et qui, là, est tel quel dans le roman. Donc un final encore plus désespéré que ce qu'on avait dans le premier film. Et donc il suit la même ligne, mais il se permet aussi quelques ajouts. Par exemple, une chose intéressante, je trouve, c'est qu'il explore un peu plus le passé du personnage principal, avec notamment un espèce de péché originel, si on veut, qu'on nous montre dès le départ, dès la première séquence, où le personnage de Bradley Cooper met le feu à sa maison, et voilà, avec quelque chose de particulier dans cette maison qu'on ne révélera pas. Ouais, tout part d'un trauma, c'est vrai, de ce personnage-là, et del Toro va accentuer un petit peu ça pour qu'on comprenne la psychologie
psychologie de cet homme qui finalement va aller, comme tu le dis, de péché en péché, et puis va lui-même en fait creuser finalement sa descente aux enfers petit à petit. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il intègre aussi pas mal d'éléments personnels, par exemple, par rapport justement à cette mauvaise action de base du personnage et au sentiment de culpabilité qu'il va développer par la suite. Il y a un élément qui revient, c'est l'histoire de la montre. Le personnage a une montre qui a une symbolique particulière. Ça fait écho à l'histoire de Del Toro, alors qu'il n'y avait pas la même relation que le personnage avec son père, par exemple, mais qui a aussi hérité d'une montre de sa part. Puis on sait que parmi les obsessions de Del Toro, il y a tout ce qui concerne les mécanismes et les rouages. Donc là aussi, c'est toujours intéressant de voir ça. Est-ce que tu essaierais de nous dire que c'est un pur film de son auteur ? Absolument, oui. Night Merle serait un film d'auteur. Je crois qu'on peut poser cette supposition. On peut le dire, parce que je suis sûr que c'est là où tu vas aller ensuite, mais c'est que donc Del Toro a fait jusqu'à maintenant des films fantastiques qui convoquaient un bestiaire de monstres, de créatures. Et là, cette fois-ci, c'est son premier film. Alors, on va en reparler aussi, mais qui emprunte au code du film noir, et puis qui a ce côté thriller, mais où le fantastique, finalement, n'est pas là concrètement, mais il reste quand même en toile de fond, notamment sur les thématiques en fait, qu'il souhaite aborder. C'est pour ça que même si ce n'est pas un film dans le genre fantastique, ça reste un pur film de Del Toro, et il arrive à détourner en fait le fantastique pour nous amener quand même, comme tu allais le dire, je pense, ces obsessions autant visuelles que thématiques. Absolument, mais tu lis dans mes conseils, es-tu toi-même médium ? Je ne sais pas. Mentaliste, monsieur. Pardon. Non, mais effectivement, c'est intéressant de voir que c'est, comme tu le dis, le premier film qui n'est pas proprement parlé fantastique, mais on retrouve forcément la patte de Del Toro, parce que aussi dans l'adaptation, il va tordre certains éléments pour les amener du côté du fantastique. Par exemple, certains personnages, je pense au personnage assez central de Cate Blanchett, qui incarne donc une psychiatre à laquelle le héros, Bradley Cooper, va s'associer pour arnaquer justement les gens de la haute société, parce que elle a en consultation toute la haute de New York, et donc elle a des informations personnelles sur ces gens que Cooper va pouvoir exploiter justement pour se faire passer pour mentaliste. C'est ça l'arnaque au final. Et ce personnage, ce qui est intéressant dans l'original de 47, c'est qu'on jouait un petit peu sur l'ambiguïté et surtout sur la surprise, sur son rôle en définitive. Alors qu'en fait, c'était un personnage typique de femme fatale. Et dans le film noir, en fait, il y a quelque chose, dans le film noir classique, un truc qu'on sait dès le départ, c'est que justement le héros va mal finir, qui va se faire bouffer par le milieu, et notamment qui va se faire manipuler et retourner par, si je peux dire ainsi, par la femme fatale. Ouais, femme fatale vénéneuse, il y a aussi les figures de la blonde et de la brune, parce qu'il y a aussi le personnage de Rooney Mara qui est là. Alors elle plutôt qui est plutôt l'ingénue, un petit peu plus innocente, c'est clair. Ça. Mais justement là, ce qui est intéressant, c'est que la version de Del Toro de ce personnage de Lilith Ritter, qui en plus dès son nom annonce un petit peu la chose. Là, d'emblée, elle est présentée comme une figure monstrueuse en fait. Alors déjà, Cate Blanchett en elle-même, a un visage déjà qui est fait pour le film noir, je trouve, qui est quand même assez particulier. Et d'emblée, en fait, on sait qu'elle va le bouffer, qu'elle va le manipuler. Il y a aussi le personnage de Ezra Grindle, qui est justement la figure importante à laquelle Bradley Cooper va vouloir s'attaquer. Là, on en fait un personnage beaucoup plus dangereux aussi, et notamment il y a dans une scène où il le passe au détecteur de mensonges, qui est assez fantastique, je trouve. Ah ouais, c'est clair. Et où là aussi on présente un personnage beaucoup plus ambigu, beaucoup plus inquiétant, et jusqu'à un final où ça part beaucoup plus, ça tourne beaucoup plus mal. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement on retrouve la touche fantastique de Del Toro dès le départ, d'ailleurs, parce que comme tu dis, avec le freak show. C'est ça.
Et puis, y a notamment un fœtus dans un bocal, des figures comme ça aussi qui font penser à des éléments fantastiques ou mythologiques. Et des éléments qui justement ne figuraient pas, par exemple, dans l'adaptation de 47. Parce que le bouquin est donc l'adaptation de 47. L'histoire commence et se termine dans une fête foraine. Et en fait, le film de 47 ne jouait pas beaucoup, en définitive, sur l'imagerie que peut véhiculer la fête foraine avec son freak show et ses bizarreries. Alors que là, c'est un hommage direct aux Freaks de Todd Browning, grand classique du genre. Dès le départ, justement, Bradley Cooper débarque dans cette fête foraine et il va se mettre à la poursuite du geek, donc de la bête de foire qui s'est échappée, et il va parcourir un train fantôme avec des figures absolument improbables. Et là, dès le départ, on assume finalement la bizarrerie de l'univers. Il y a le nain, il y a l'homme fort, il y a l'homme poilu comme un gorille. Rooney Mara qui fait un spectacle avec l'électricité. Là, on est vraiment dans la foire, directement. Et ça se ressent aussi à l'image, dans le traitement visuel, parce que autant on a une histoire un récit assez fidèle au roman d'origine, mais dans une version vraiment beaucoup plus flamboyante. C'est-à-dire que on va jouer à fond sur les couleurs. Alors la photo, il retrouve Del Toro, son chef opérateur de la forme de l'eau, Dane Laustsen, je crois qu'il s'appelle. Esthétiquement, c'est vrai que moi je trouve ça superbe. Là il joue par exemple toutes les séquences qui se passent dans le bureau de Cate Blanchett, qui est présenté vraiment comme une espèce d'antre d'une gorgone, un truc aussi assez fantastique. Et là où il va jouer avec l'intérieur doré, assez chaud comme ça dans les tons, qui contraste avec l'extérieur bleuté, froid, où la neige tombe, et il fait des confrontations à l'intérieur de ce bureau qui sont assez formidables. Les lumières dans le cirque, justement, aussi, qui ressortent. Les lumières, les couleurs, le design aussi des décors qui s'inspire très clairement de l'art déco. Donc on a vraiment une version flamboyante de cette histoire-là. Et puis un hommage aussi, et c'est pour ça, parce qu'on parle des thématiques de Del Toro, mais aussi visuellement ça se traduit, parce qu'il y a cet amour aussi pour l'artisanat, à la fois, comme tu dis, avec les décors, avec la manière de parler aussi de ce cirque-là, et puis tout ce qui va nous dire aussi, je trouve, sur les bonimenteurs, qui sont finalement dans ce cirque, dans ce freak show, qui sont les bonimenteurs, qui sont les manipulateurs, et qui sont ceux qui croient finalement à leur art et à peut-être l'élévation spirituelle de leur art pour aller toucher les gens en plein cœur. Et je trouve qu'il y a ce discours-là assez nuancé, assez ambivalent, qui finalement va nous dire, alors extrapolation peut-être sur le milieu du cinéma, mais en tout cas ce discours-là qui va nous montrer qui sont les arnaqueurs et qui sont finalement les vrais artistes, les vrais artisans en fait du spectacle. Qu'est-ce que c'est le spectacle ? Et puis comment livrer finalement un spectacle, intègre aux gens, voilà. Exactement, c'est pas le premier film qui fait le parallèle entre le cinéma et l'art du mensonge, quoi. Mais là, comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nuance dans la façon dont on manipule tout ça, littéralement. C'est-à-dire que le personnage de Bradley Cooper va apprendre les rudiments du métier auprès de Toni Collette et son mari, qui sont justement des médiums, mais qui connaissent aussi leurs limites, jusqu'à où ils sont autorisés à aller. C'est-à-dire qu'on peut faire croire aux gens qu'on communique avec les morts, qu'on lit dans leurs pensées, qu'on arrive à savoir d'où ils viennent, etc. Mais après, on arrive à les convaincre de tout ça et à les emmener quelque part. Mais à la fin du spectacle, on va leur dire « Non, mais en fait, tout ça, c'était faux. Exact. C'était pour le spectacle. Exact. Calmez-vous. On n'a pas réussi à communiquer avec votre mère décédée ou j'en sais rien. » C'est tout à fait à ça que je pensais, quoi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Cooper, lui, va toujours plus repousser la limite et va pas se contenter de cette mesure, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant. Et justement, comme tout film qui parle de la manipulation et du mensonge, c'est aussi un film hyper ludique aussi dans sa narration. C'est-à-dire que
comme on nous présente des personnages qui vont réussir à décoder les gens et à manipuler les gens en se concentrant sur des détails, c'est aussi un film du coup qui nous encourage à nous concentrer sur les détails, à être attentifs. Et il y a notamment par exemple, au bout d'un moment, le personnage de Cooper va commettre un acte assez terrible par arrivisme, mais ce sera jamais explicité très clairement. On va jamais nous dire il a fait ça, mais en fait par le montage, on va rendre clairement. Il y a une histoire avec des bouteilles sans trop en révéler. On va pas nous dire très précisément ce qu'il a fait, mais on nous le fait comprendre en fait par l'image. Et donc là, il y a aussi quelque chose d'assez stimulant en fait. Il y a pas mal de choses qui sont suggérées sans être explicitées. Le personnage d'Ezra Grindle, par exemple, où tout d'un coup on va suggérer des choses assez terribles sur son passé, mais là non plus on va pas aller plus loin. Tout d'un coup, visuellement, on va nous montrer quelque chose sur le personnage de Cate Blanchett qui est assez saisissant, mais là aussi, on va pas creuser plus loin. On nous laisse imaginer ce que ça peut être. Ouais, je suis d'accord. Et sur le côté ludique, tu as raison, parce que on est aussi dans ce thriller de jeu de manipulation et tout ça. Moi, je trouve ça effectivement extrêmement bien raconté pour dire que c'est un film qui dure quand même 2h30 aussi. J'ai pas vu le temps passer du tout. Et qui du coup a quand même 40 minutes de plus que le film original, justement. En plus, alors je crois que le bouquin de base est encore plus dense, mais je trouve ça bien raconté avec les ellipses et tout, parce que le film est quand même scindé en deux, si on veut. Il y a toute la partie dans le freak show, puis ensuite il y a toute la partie à New York. Mais il y a, je trouve, une fluidité dans justement les ellipses et tout ça, qui sont assez bien choisis, bien vus, et qui rendent le film, très rythmé et puis passionnant, au-delà de justement cette mise en scène de Del Toro, qui va aussi filmer son personnage dans des lieux précis aussi, comme enfermé finalement de plus en plus. Au départ, on le filme dans des espaces assez vastes. Dans la fête foraine, il respire. Exact. Voilà, les couleurs aussi sont un peu plus accueillantes. Il y a des travelling un peu comme ça, assez amples en fait. Et puis plus on va aller, plus finalement le jeu, il va se prendre à son propre piège, et puis ça va se refermer petit à petit sur lui, les mensonges et tout ça. Et je trouve que ça passe aussi dans la mise en scène, et notamment qui va se passer de plus en plus dans des endroits fermés, et puis dans des lieux un peu plus étriqués. Je pense notamment à ce bureau de la psychiatre. Et là, il va jouer un jeu presque de la mise en scène hitchcockienne, tu vois, avec ce dynamisme dans ce petit cadre, je trouve, dans les jeux de regard des personnages, dans les gestes aussi qu'ils vont faire, et la tension qui en ressort. Une cigarette qu'on dépose tout d'un coup sur un cendrier, parce que là on sent qu'il se passe quelque chose dans le dialogue. Enfin, vraiment, ces scènes de confrontation entre Bradley Cooper et Cate Blanchett dans le bureau, je les trouve assez phénoménales, et les deux acteurs sont excellents. On n'a pas beaucoup parlé de Cooper jusqu'à maintenant, mais moi je le trouve vraiment très bon. À l'origine, on a mentionné DiCaprio pour le rôle. Oui. Il était attaché au projet au tout départ. Ça aurait pu être aussi intéressant. On pense forcément au Loup de Wall Street, dans les personnages manipulateurs qui vont viser toujours plus haut pour finalement se péter la gueule à la fin. Ça aurait pu être intéressant de l'avoir. Et moi j'adore. Je trouve que Cooper fait vraiment un excellent job. Il arrive aussi à incarner cette figure assez séductrice et du coup manipulatrice. En fait, c'est bien de le dire, parce que je sais que c'est le fait d'avoir Bradley Cooper au casting, c'est quelque chose qui a été pas mal discuté, puis qui a freiné, je sais, certains cinéphiles sur le film. Moi, au contraire, en fait, je le trouve totalement à propos. Pourquoi ? Parce que Cooper, il a cet air de pas y toucher. Il a cet air de beau gosse comme ça, propre sur lui. Et en fait, je trouve que ça va super bien, au lieu de prendre un acteur, tu vois, qui serait déjà ambigu, tu vois, sur le côté un peu à la fois beau gosse, mais à la fois vénéneux comme ça. Non, Cooper, il a ce côté hyper beau gosse, hyper sage, en fait. Ouais, et moi, j'aime bien ça. Tu as envie de lui laisser le bénéfice du doute, de se dire non, mais il peut pas être aussi roublard que ça, quand même. Exactement. Voilà. Et moi, je trouve que ça colle parfaitement, parce que ça colle à justement ce beau gosse qui va réussir, en fait, à manipuler les gens, parce qu'il a cet air angélique, justement, qu'on soupçonne pas la méchanceté et la cruauté, en fait, de ce personnage, parce que je pense aussi que c'est le film le plus cruel, en fait, de Del Toro, qui continue le plus cruel, je sais pas, parce qu'il a il a quand même pu explorer déjà cette facette-là. Mais c'est vrai, mais cette figure du anti-héros, c'est quand même quelque chose qu'on lui connaissait pas. C'est vrai. Et il arrive à nous le rendre aussi attachant, cet anti-héros, mais par contre, il va être d'une cruauté hallucinante envers lui et envers les hommes aussi.
Et je trouve que c'est aussi quelque chose que Del Toro a fait tout au long de son cinéma et puis qui, moi, me fait penser aussi au cinéma de Burton. Autant peut-être, c'est vrai, visuellement, j'y ai aussi pensé avec le Freak Show. Bon, forcément, c'est une comparaison le monde facile. Du cirque, tout ça. Mais dans les thématiques et notamment ce côté exploration en fait de la monstruosité chez l'homme ou de l'humanité chez les monstres, tu vois, qui est un truc vraiment qui a été fait dans la carrière de Del Toro et puis. C'est ce qu'il raconte dans tous les films, effectivement. Mais et là, c'est ce qu'il raconte encore, quoi. Mais effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, il a eu la consécration avec la forme de l'eau, qui était peut-être la vision un petit peu naïve et optimiste de justement cette thématique-là. Finalement, les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Et là, au contraire, comme tu le dis, je pense qu'il signe un de ses films les plus noirs sur cet aspect-là. La conclusion à ce niveau-là, elle est assez terrible. Ah ouais, complètement. Et d'ailleurs, sans révéler, mais on peut le dire quand même, le dernier plan, je le trouve bluffant, quoi. Et il est glaçant. C'est vraiment glaçant. Et ça fait prendre sens, en fait, à tout le film. Et puis, c'est un truc, je trouve, c'est pas un gimmick de Del Toro, en fait. Je l'avais jamais vu faire ça. Et puis sans trop en révéler, mais là aussi dans le film, coller autant à ses acteurs finalement. Lui qui a un gros casting là dans ce film-là, je trouve c'est aussi la première fois qu'il filme ses acteurs comme ça, parce que lui qui était beaucoup plus attiré par les monstres, par les bestiaires, par les créatures. Alors là, il n'y a aucun maquillage d'aucune sorte, quoi. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas d'Hellboy. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment les acteurs, et il va aller chercher au plus profond du regard, je trouve, des acteurs. Et justement, pour finir sur Cooper, je crois que Del Toro dit qu'il a vraiment apprécié la collaboration avec lui parce que, apparemment, puisque Cooper, malgré ce qu'on veut bien en penser, est aussi un réalisateur, n'est-ce pas ? Oui. Hein The Star is Born. Il faut le rappeler, oui. Ah, mais justement, Del Toro disait que ce qu'il appréciait, c'est que voilà, Cooper ayant lui-même expérimenté la réalisation, il pouvait aussi dialoguer, il comprenait aussi le sens de ce que Del Toro lui demandait. Et du coup, apparemment, la collaboration s'est vraiment bien passée et je trouve que ça se ressent effectivement à l'écran. Absolument. En revanche, il faut quand même en parler, le flop énorme du film. Puisque donc, aux États-Unis, le film est sorti au même moment que Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire à la mi-décembre. Donc juste à temps pour les Oscars, on peut bien imaginer. Le problème, c'est que le film a fait un flop monumental. Pour rappel, ce film-là est un film produit par Searchlight, donc qui était le studio appartenant à la Fox qui a été racheté par Disney, rappelons-le. Et donc, si vous n'avez pas encore écouté notre émission sur le top 2021, je vous y encourage, et notamment dans cet épisode-là, on racontait à quel point il y avait beaucoup de films de la Fox, justement, qui sortaient là après le rachat de la Fox par Disney et qui étaient donc désormais dans les mains de Disney qui le sortait de manière totalement hasardeuse, et puis on avait l'impression qu'il se fichait pas mal du sort de ces films-là, et notamment du marketing. Effectivement, marketing assez absent pour ce film-là, film justement avec gros casting, film à Oscar et tout. Quand on peut comparons ce qui est comparable, un film comme House of Gucci aussi, qui lui aussi est un film qui vise les Oscars et les performances d'acteurs et autres, a connu un marketing dingue. Et le film a cartonné. Oui, il y a qu'à comparer en fait les bandes annonces simplement. Effectivement, dans House of Gucci, chaque acteur était cité, accompagné de son palmarès complet. Adam Driver, tant d'Oscars, Al Pacino, tant de nominations, etc. Là, il y avait de quoi faire aussi avec les 4 Oscars de La Forme de l'eau, avec tout ce casting qu'on vient de citer. Mais non, le strict minimum. Le strict minimum est absolument rien à foutre, alors que le film a quand même coûté 60 millions de dollars, et que il en a rapporté, à l'heure où on parle, tiens-toi bien Thibaut, seulement 14 millions dans le monde. Sachant que donc il est sorti là en France et en Suisse au mois de janvier, et là non plus ça marche pas très très fort. En France, au bout de 2 semaines d'exploitation, on n'a même pas dépassé les 200 000 spectateurs, alors que c'est un film qui a une portée beaucoup plus large, qui vise un public beaucoup plus large que ça. On n'est pas dans un film, tu vois, on se félicite que Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson fasse plus
plus de 100 000 entrées en une semaine en France. Mais je veux dire, là, le film de Del Toro avec ce casting-là, ça vise beaucoup plus large que ça. Il y a quand même un potentiel plus gros. Ouais, c'est ça. Et en Suisse, je sais que le film marche pas très bien non plus et qu'il devrait malheureusement quitter l'affiche bientôt. Non, c'est effectivement encore un film sacrifié parce que voilà, Disney a récupéré tout un tas de projets en cours, avec ce rachat de la Fox, projets dont soit le studio ne sait pas trop quoi faire, soit ça l'embarrasse, quoi. Enfin voilà, là c'est un projet d'auteur qui est quand même assez particulier. On n'a pas envie qu'il marche. C'est ça. Effectivement, tu as raison. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai lu des interviews là de Del Toro sur le flop du film. Et alors lui, je pense que c'est parce qu'il n'a pas très envie de se mettre Disney à dos, mais lui, il dit non, c'est pas le problème du calendrier, c'est le problème du variant Omicron. Donc, comme quoi, ce serait la faute au Covid si le film marche pas, mais pas du tout Disney. C'est pas entendable, ça. Enfin, je suis désolé, c'est de la langue de bois totale, quoi. On peut comprendre qu'il fasse de la langue de bois parce qu'il a encore envie, effectivement. C'est pas Scorsese ou Ridley Scott qui peuvent cracher sur Marvel et en avoir absolument rien à foutre. Del Toro, il a encore une sacrée carrière à façonner. Mais on peut pas dire ça. Je crois que même le dernier Scream marche mieux que Nightmare Alley. Il est sorti à peu près en même temps. Exact. Visiblement, c'est pas Omicron qui empêche les gens d'aller au cinéma. La preuve avec le succès de Spider-Man No Way Home. Quand tu fais quasiment 2 milliards au box-office en pleine période Covid. Voilà. Toujours est-il quand même que le film va ressortir là à la fin du mois de janvier aux États-Unis. Je sais pas, nous en Europe, mais je pense pas. Mais dans une version noir et blanc. Donc, sous-entendu, ça a floppé, on va, en même temps que Spider-Man, on va voir si en faisant une ressortie, en ayant l'argument du noir et blanc, on permet au film quand même de faire un petit peu de sous, et puis peut-être d'avoir un petit coup de pub avec les Oscars qui arrivent. Je pense que c'est ça la stratégie. J'imagine, peut-être limiter les dégâts. Alors apparemment, je crois que Del Toro avait assez envie de cette version noir et blanc, forcément film noir, etc. Ça peut être intéressant. Moi, je trouve le travail sur la photo tellement travaillé justement que je trouve un peu dommage de le voir en noir et blanc, mais ça peut être intéressant. L'importance des couleurs, effectivement. C'est ça. C'était un peu, ils avaient fait pareil pour le dernier Mad Max. Je sais pas si ça a vraiment du sens, mais bon, si ça peut lui permettre de limiter un peu les dégâts. Parce que là, c'est des gros dégâts quand même. Ouais. Effectivement, pauvre Del Toro qui mérite pas ça. Et on espère justement que ça va pas l'empêcher d'avoir ses autres projets. D'ailleurs, on peut en dire un mot quand même. Il y a son Pinocchio qui va sortir sur Netflix. Ça y est, on a une date qui est fixée à décembre 2022. Alors, c'est une co-réalisation, je crois, et c'est un film en stop motion. Tu nous en avais dit un petit mot. Absolument, oui, un film d'animation, adaptation assez intéressante dans le projet, parce que je crois qu'il décale l'histoire de Pinocchio dans l'Italie fasciste. Donc ça peut donner un résultat qui sera assez original, et forcément voir Del Toro s'attaquer au conte de Pinocchio, ça intrigue, d'autant plus en un film d'animation. Ma foi, ce sera sur Netflix, mais on l'attend dans tous les cas. Moi j'ai hâte, surtout qu'il y a un mini trailer qui est sorti juste avec la présentation du personnage de Jiminy Cricket. Franchement, ça c'est son prochain projet. Puis on espère que ça justement ça marche et que peut-être que Del Toro pourra continuer à faire des aussi bons films que ce Nightmare Alley. Donc, en tout cas, écoutez Martin Scorsese qui encourage les gens à aller voir Nightmare Alley. Absolument, c'est vrai. Donc, il est sorti du bois pour. Si lui-même ne vous convainc pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Oui, effectivement. Merci Thibaut d'avoir parlé de ce film-là, qui on l'espère à l'heure où vous écouterez ce shot est encore en salle. On va croiser les doigts, vu ce qu'on vient de dire. Mais en tout cas, ce sera à rattraper, si vous ne l'avez pas encore vu, à rattraper absolument cette année, Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Merci à vous qui êtes chez vous d'avoir écouté ce shot. On se retrouve très 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 vite pour un nouvel épisode. Ciao!